J'aimerais, en prélude de mon intervention, adresser une cordiale bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous pour avoir ménagé de votre emploi du temps et de votre agenda, sachant vos lourdes responsabilités, de venir honorer de votre présence aujourd'hui à cette journée de briefing à l'École nationale d'administration. J'aimerais aussi, à l'entame de mon propos, vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à vous tous, membres du gouvernement, pour votre nomination à la tête des différents départements ministériels. Mesdames et messieurs les ministres, cette nomination constitue certes pour vous une tâche difficile. Cependant, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en ayant porté son choix sur vous, connaît certainement vos talents et expertise. Nous sommes tous persuadés que vous accomplirez vos missions avec brio et nous vous souhaitons plein succès dans vos responsabilités respectives. Par ailleurs, je ne peux également manquer d'exprimer l'immense joie qu'est la nôtre, administration de l'École nationale d'administration, en cette journée mémorable, de voir l'amphithéâtre qui porte le nom du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accueillir non seulement des apprenants classiques, comme d'habitude, mais de voir d'illustres personnalités des membres du gouvernement. Ce privilège rare nous est aujourd'hui donné grâce à l'ingéniosité de Madame la ministre, secrétaire générale du gouvernement, également PCA de l'ENA. C'est le lieu ici de lui adresser nos sincères et vifs remerciements dans le cadre des différentes et louables initiatives entreprises jusqu'ici sous son magistère. Car en tant que PCA de l'ENA, elle n'a ménagé aucun effort pour redonner à notre école son dynamisme d'antan. Madame la ministre, secrétaire générale du gouvernement, représentant le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ENA a pour mission de former les cadres moyens et supérieurs de l'administration publique. En plus de cela, l'École nationale d'administration offre des formations continues dans le but de contribuer au recyclage et au perfectionnement des agents de l'État. C'est pour cette raison que le secrétariat général du gouvernement s'appuie sur elle dans le cadre du renforcement des capacités pour organiser cette journée de briefing. Mesdames et messieurs les ministres, en vous accueillant aujourd'hui dans notre amphithéâtre, vous, illustres personnalités, nous mesurons pleinement la responsabilité qui nous incombe. Cependant, nous comptons sur les compétences et la richesse d'expérience de nos formateurs pour le défi que nous savons énorme. Aussi, je voudrais préciser que cette journée de briefing n'a pas la prétention de faire acquérir des compétences nouvelles. Loin s'en faut, elle s'inscrit dans une logique du renforcement et d'entretien des compétences que vous disposez certainement déjà. Enfin, est-il besoin de le rappeler que le bon fonctionnement de l'État et l'efficacité de l'action gouvernementale constituent le leitmotiv de la nouvelle impulsion que le maréchal du Tchad veut donner à notre pays. Et l'ENA, en tant qu'école de la République, doit accompagner cette initiative. C'est pourquoi nous avons développé, en plus de la formation initiale, de la formation continue, et dans les catalogues qui vous sont distribués, vous avez un catalogue de formation continue qui offre ou qui indique les différentes offres de formation que nous avons à l'ENA. Nous serons bien sûr très heureux d'accueillir très prochainement vos agents, vos cadres, dans le cadre du renforcement des capacités, et je vous souhaite à vous tous, mesdames et messieurs les ministres, une excellente et riche journée d'échange et de partage d'expérience. Sans plus tarder, nous allons à présent donner la parole à la ministre et secrétaire générale du gouvernement pour son mot de circonstance. Je voudrais juste, en premier lieu, remercier Monsieur le ministre d'État pour avoir accepté que cette
rencontre soit sous son patronage et qui est venu personnellement présider la cérémonie d'ouverture malgré ses lourdes charges. Et ce sont ces lourdes charges qui l'ont retenu, qu'il vient juste d'arriver. Je voudrais aussi remercier tous les collègues qui sont venus, qui ont accepté de venir nombreux pour participer à cette rencontre. Remercier les comités d'organisation qui, en un laps de temps, a organisé cette rencontre. Et mes derniers remerciements vont au DG de l'École nationale d'administration qui non seulement nous a offert toutes les facilités, mais a pris en charge entièrement les frais de cette rencontre. Comme cela a été dit, vraiment c'est une rencontre d'échange et d'enrichissement mutuel pour nous permettre, conformément aux instructions du maréchal du Tchad, d'être une équipe alignée, une équipe compétente, une équipe performante. Et donc, il ne me reste plus qu'à nous souhaiter une fructueuse journée et je vous remercie. Je suis très honoré de prendre part à cette journée de briefing destiné aux membres du gouvernement et organisé par le secrétariat général du gouvernement en collaboration avec l'École nationale d'administration. Avant de dire un mot sur cette journée d'échange et de partage du savoir, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à tous les membres du gouvernement ici présents pour leur nomination. Qu'il me soit également permis, à l'entame de ce propos, de vous adresser la profonde gratitude du maréchal du Tchad face à cette initiative ô combien indispensable pour l'amélioration de la performance gouvernementale. Cette journée, en effet, s'inscrit dans la ligne droite des nouvelles orientations que le maréchal du Tchad veut impulser à ce gouvernement. Il s'agit notamment du rajeunissement et du renforcement des capacités des membres du gouvernement en vue de l'optimisation de l'action gouvernementale. Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'ENA, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Cette journée de briefing constitue un nouveau pas important sur le chemin de renforcement de la performance gouvernementale. Je profite donc de l'occasion pour demander à Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement de rendre cette initiative pérenne, d'en faire une tradition, car la vie est un processus continu d'apprentissage et on ne finit jamais d'apprendre tant qu'on vit. Il n'y a donc pas une fin à l'éducation. Avant de terminer mon propos, j'aimerais féliciter et encourager le secrétariat général du gouvernement, instance de liaison entre les différents départements ministériels, qui, poursuivant sa mission de renforcement des capacités, a bien voulu initier cette intéressante journée de briefing à l'égard des membres du gouvernement. Par ailleurs, mes remerciements également à l'École nationale d'administration, institution à laquelle le gouvernement a confié la noble et lourde mission de former et de recycler le haut cadre de la République. Je remercie d'avoir accueilli cette importante journée et surtout pour avoir consenti un sacrifice en prenant en charge les dépenses inhérentes à la dite formation. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, tout au long de cette journée, je vous invite à partager et à échanger
vos expériences, afin que chacun d'entre vous en tire le maximum des connaissances pratiques gouvernementales. J'entends souvent dire qu'il n'y a pas d'école pour être ministre. Oui, chers collègues, il en existe une. Celle qui vous inculque la crainte de Dieu en tant que source de toute intelligence et sagesse. Celle qui vous rend disponible pour observer, écouter et bien servir le pays. Celle qui vous donne une prédisposition à apprendre sans complexe et sans arrogance. Cette école s'appelle l'humilité. Vous vous réveillez chaque matin et vous vous dites, je ne connais rien, il faut que j'apprenne davantage. C'est ça l'humilité et la meilleure école. C'est au nom de cette humilité que chacun de nous acceptons d'être sur le banc d'école aujourd'hui, à l'ENA, pour apprendre. Merci à vous tous pour avoir accepté de partager et de recevoir. Et je suis persuadé que les différentes présentations qui vont être faites par ces cadres expérimentés vous aideront à sortir de cette salle suffisamment outillés. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la journée du briefing des membres du gouvernement. Je vous remercie. Je voudrais donc commencer avec cette première séquence qui va permettre à notre collègue, Madame l'ambassadeur Mariam Mamadou, ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration. Je vais simplement dire un mot par rapport au sujet dont elle va nous entretenir tout à l'heure. Il s'agit essentiellement du travail gouvernemental. Comme vous le savez tous, le travail gouvernemental, c'est, si je peux oser une définition, c'est l'ensemble des activités réalisées par le gouvernement à travers ces différents départements ministériels et concourant généralement à la mise en œuvre de la politique ou du programme politique du gouvernement élaboré par généralement le candidat à l'élection présidentielle et soumis normalement à l'approbation de l'Assemblée nationale lorsqu'il y avait la primature. Donc ce programme politique, il se décline en plusieurs actions et les chefs de département ministériels que nous sommes chargés de mettre en exécution ce programme-là. Mais pour la mise en exécution de ce programme, cela suppose une organisation du travail gouvernemental. Et d'une manière spécifique, donc le travail gouvernemental, c'est le travail quotidien réalisé par chaque membre du gouvernement et reposant sur une organisation tant au niveau de chaque département ministériel qu'au niveau de la structure chargée de coordonner ce travail. Vous le savez bien, le rôle qui est celui du secrétariat général du gouvernement, qui est la cheville ouvrière de toute l'action gouvernementale, est chargé justement, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre ce programme, de recevoir de la part des différents départements ministériels les actes qui tendent à mettre en œuvre cette politique. Donc, le secrétariat général du gouvernement est chargé d'examiner, de tamiser et de valider ces actes pour les soumettre à la haute hiérarchie pour approbation. Lorsqu'il y avait la primature, ce travail était fait à ce niveau-là, de tamisage un peu de ces actions-là pour que lorsque le dossier arrive en Conseil des ministres, on puisse
prendre des décisions rapidement. Le rôle essentiel de cheville ouvrière joué par le secrétariat général du gouvernement, qui est le passage obligé de toutes nos actions ou de tous nos actes. Voilà donc un peu préciser ce qu'on appelle le travail gouvernemental, mais cela nécessite une organisation. Pourquoi une organisation? C'est pour permettre d'assurer une certaine cohérence dans nos actions. Parce que vous savez, lorsqu'on prend des textes, ces textes peuvent avoir des effets un peu différents, des conséquences différentes au regard, par exemple, des aspects économiques, des aspects sociaux ou des aspects environnementaux. Donc il faut en amont mettre en place une structure, et c'est le travail que le secrétariat général du gouvernement le fait assez souvent à travers sa cellule de la direction générale de la législation, qui veille à ce qu'il y ait une harmonisation à ce niveau-là. Et sans une cohérence, l'action du gouvernement ne peut pas être efficace et ne peut pas atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, sans entrer dans les détails, je laisse la latitude à notre collègue Mariam de nous présenter un peu le travail gouvernemental qui, après son exposé, nous permettra de poser des questions et d'apporter nos contributions pour voir si la structure de pilotage de l'action gouvernementale, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer tout cela, pour qu'il y ait une cohérence un peu plus grande dans les actes que nous posons et surtout les résultats que nous attendons tous. Parce que sans une cohérence, sans une synergie d'ensemble, je crois que l'action gouvernementale, comme l'a dit si bien le maréchal Idriss Déby Itno, ne pourra pas déboucher sur des résultats concrets. Bien, comme cela a été dit, dans tous les États modernes, il existe toujours un gouvernement qui est chargé de conduire les affaires du pays. Et comment ce gouvernement fonctionne-t-il? Sur la base de quelle organisation, avec quelle méthode de travail? Nous traiterons donc d'abord du cadre constitutionnel du travail gouvernemental, qu'est dit la Constitution à propos du gouvernement. Nous parlerons des différents textes législatifs et réglementaires qui sont utilisés dans le travail gouvernemental, ainsi que des instances administratives du travail gouvernemental. Donc il sera enfin question des principales procédures du travail gouvernemental. J'ai parlé tantôt donc du cadre constitutionnel. La Constitution de la 4e République traite du pouvoir exécutif en son titre 3. Et le pouvoir exécutif, c'est le président de la République et le gouvernement. Et donc le chapitre 2, les articles 103 à 110, traitent spécialement du gouvernement. Le gouvernement est, donc comme vous le savez, composé du président de la République et des ministres. Il exécute la politique de la nation qui est définie en Conseil des ministres et il assure l'exécution des lois. Les ministres sont nommés par le président de la République. Donc nous sommes là suite au décret 1572 du 14 juillet 2020. Et avant leur entrée en fonction, les ministres prêtent serment devant le président de la République suivant la formule confessionnelle consacrée par la loi. Et ça, c'est l'article 105 de la Constitution qui l'est dit. Il y a ensuite une autre obligation, c'est qu'à leur entrée en fonction et à la fin de l'exercice, les membres du gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès de la Cour suprême. C'est l'article 108 alinéa 1. Donc on va mettre à votre disposition un formulaire qui est élaboré par la Cour suprême pour que vous puissiez les remplir pour faire la déclaration des biens. Les membres, une autre disposition importante, c'est que les membres du gouvernement sont justiciables devant les juridictions des droits communs pour les crimes et délits économiques et financiers commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Avant, il y avait l'immunité des ministres. Et bien maintenant, cette immunité existe, sauf pour les droits communs, pour les crimes économiques, les délits économiques et financiers. Tout ministre, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, peut être interpellé par l'Assemblée nationale. Le docteur Jacques Laungama viendra sur cet aspect.
Et donc, en la circonstance, s'il est interpellé par l'Assemblée nationale peut prendre une résolution ou faire des recommandations au président de la République, et ça c'est l'article 109. Les textes législatifs et réglementaires. C'est le pouvoir exécutif, comme dans tous les pays du monde, qui est à l'origine de la quasi-totalité des actes juridiques qui sont créateurs de droits, que ce soit dans le domaine réservé à la loi. La plupart des lois votées sont d'origine gouvernementale, parce que comme vous le savez, il y a les projets de loi qui sont initiés par les membres du gouvernement et les propositions de loi qui sont initiées par l'Assemblée nationale. Et donc, la plupart des textes qui sont adoptés sont initiés par le gouvernement. Et pour les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, qui présentent un caractère réglementaire, sont traitées par décret. Dans la hiérarchie des textes qui régissent donc le travail gouvernemental, il y a d'abord les lois organiques. Par exemple, la Constitution, qui est une loi fondamentale, est une loi organique. Il y a les lois simples, les décrets, les arrêtés et les circulaires. Les lois, donc ça sera développé aussi tout à l'heure, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les membres du gouvernement, donc sur instruction du président de la République, peuvent initier donc des projets de loi, et les députés également peuvent initier des propositions de loi. Et donc les domaines qui relèvent de la loi sont cités à l'article 127 de la Constitution que vous avez à votre disposition. Donc on distingue plusieurs types de lois. Les lois organiques, les lois de programme, les lois de finances et les autres lois simples. Par exemple, la création de fonds avec des structures de gestion spécifiques doit être faite nécessairement par une loi. Et donc on ne peut pas créer un fonds avec une structure de gestion autre que les structures relatives donc à la mise en œuvre de la loi des finances, donc sans que ça soit une loi, le faire par décret. Donc on crée un fonds par décret, sauf s'il s'agit d'un sous-compte du trésor public. De même, on ne peut pas créer des chambres. J'ai pris ces exemples parce qu'on a eu un peu des situations par rapport à cette question. Donc on ne peut pas créer des chambres. Par exemple, vous avez la chambre de la CESIAMA, mais si maintenant on décide de créer d'autres chambres, par exemple récemment il y a eu la chambre de l'entrepreneuriat féminin, donc pour créer ces chambres-là, il faut absolument que ça soit fait par la loi et donc défendu devant le Parlement. Il y a la loi organique, qui est une loi qui précise une ou plusieurs dispositions constitutionnelles. Donc c'est l'article 134 de la Constitution qui les dit. Il y a également les lois programmes qui déterminent les objectifs de l'action économique, sociale et culturelle de l'État. C'est l'article 135 de la Constitution. Il y a bien sûr les lois des finances qui déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément aux règles de transparence et de bonne gouvernance. Il y a les ordonnances. L'ordonnance, c'est un acte par lequel le président de la République, ayant été autorisé au préalable par l'Assemblée nationale, prend des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, et cela pendant un délai limité. Ce qui fait qu'à la fin de la session parlementaire, il y a une loi d'habilitation qui est votée par l'Assemblée pour permettre au président de légiférer par ordonnance pendant la période de l'intercession. Et j'ai cité les articles 132, 134 et 231 de la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 134, lui, il parle des lois organiques. L'article 132, comme je l'ai dit, parle des lois simples et la loi d'habilitation. Mais l'article 231 de l'actuelle Constitution donne le pouvoir au président de la République de légiférer par ordonnance, même quand il s'agit de lois organiques, et c'est uniquement dans le cadre des résolutions du Forum national inclusif. Donc une fois que ces résolutions seront entièrement mises en œuvre, il n'a pas cette possibilité de légiférer par ordonnance en ce qui concerne les lois organiques. Donc pour les lois simples, c'est défini dans la loi d'habilitation. Les décrets. Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions.
La portée des décrets peut être variable. Ils peuvent être réglementaires lorsqu'ils posent une règle générale et s'appliquent ainsi à un nombre indéterminé de personnes, ou individuels lorsqu'ils ne concernent qu'une ou plusieurs personnes déterminées, c'est-à-dire les décrets de nomination d'un haut fonctionnaire. Les arrêtés. L'arrêté est un acte administratif unilatéral. Il peut émaner du président de la République, des ministres, des gouverneurs de province, des préfets, des maires, etc., pour organiser leurs services. En aucun cas, un arrêté ministériel ne peut se substituer à un décret présidentiel. Parce que nous l'avons vu aussi dans la jurisprudence, il y a des collègues dans le passé qui ont remplacé un arrêté pour remplacer des cadres qui sont nommés par décret présidentiel. Donc le parallélisme des formes exige que quand quelqu'un est nommé par un décret présidentiel, il ne peut être remplacé que dans le cadre d'un décret présidentiel. Les arrêtés peuvent avoir plusieurs auteurs. Ainsi, il existe des arrêtés signés par différents ministres. Par exemple, quand c'est un sujet qui concerne plusieurs départements ministériels, les ministres peuvent signer des arrêtés conjoints. Et lorsque ceux-ci interviennent dans le champ de compétences de plusieurs départements ministériels. Les circulaires. La circulaire, c'est un texte qui permet aux autorités administratives, ça peut être le ministre, le recteur ou le préfet, etc., d'informer leurs services. Il peut s'agir, par exemple, de faire passer l'information entre les différents services des ministères ou du ministère vers ces services déconcentrés, c'est-à-dire les délégations provinciales sur le terrain. Et ces circulaires peuvent prendre d'autres noms. Elles peuvent s'appeler note de service ou encore instruction. Le plus souvent, la circulaire est prise à l'occasion de l'apparition d'un texte. Par exemple, quand on prend un texte, donc pour expliquer aux collaborateurs, on prend une circulaire qui donne des détails pour une meilleure compréhension de ces textes, afin de présenter donc aux agents qui vont devoir appliquer ces textes. Mais la circulaire doit se contenter uniquement d'expliquer le texte. Elle ne peut pas ajouter quelque chose ou retrancher. J'ai donné l'exemple de la circulaire sur la DIA qui a été signée par 3 ministres à Abéché en marge du forum de la conférence de gouverneurs. Quel est maintenant le circuit des textes? En ce qui concerne les textes simples, décrets ou arrêtés présidentiels, ils sont élaborés par les ministres concernés qui les soumettent au ministre secrétaire général du gouvernement pour traduction et visa. Et le ministre secrétaire général du gouvernement vérifie la conformité et y oppose son visa. Et ce visa, c'est un visa de contrôle qualité, un visa de légalité. Donc, c'est-à-dire un texte qui est visé par les SGG doit être inattaquable, doit être dans sa forme et dans son fond, donc correct. Et j'ai souligné au passage que les SGG disposent d'une cellule de législation bilingue et de conseils qui dispose en son sein d'une soixantaine de juristes qui sont là que pour ce travail-là, et donc ils sont à votre disposition. Donc, c'est transmis au ministre secrétaire général de la présidence, ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, s'il s'agit d'un texte réglementaire, un texte technique, ou bien au directeur du cabinet civil s'il s'agit de nomination, ou au chef d'état-major particulier du maréchal de Tchad pour les textes qui concernent les forces de l'ordre et de la sécurité. Et tous les actes donc soumis à la signature du président de la République doivent être accompagnés d'une note de présentation qui explique pourquoi vous prenez, qu'est-ce qui justifie que vous prenez ce texte-là. Ensuite, pour les nominations, il est exigé le respect de l'ordonnance 12. L'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions nominatives et électives. Donc, dans vos propositions, 3% des personnes proposées doivent être des femmes. Toujours dans le cadre des circuits de textes, les décrets pris en Conseil des ministres. Ces décrets sont élaborés par les ministres concernés qui les transmet au ministre secrétaire général pour programmation en Conseil des ministres. Et ils sont nécessairement accompagnés d'une note de présentation. Donc, comme je l'ai dit, les ministres secrétaires généraux du gouvernement en contrôlent la conformité, dans la forme et dans le fond, avant de les soumettre au Conseil des ministres,
en 38 exemplaires. Donc vous devez préparer vos documents en 38 exemplaires parce que nous sommes 35 membres du gouvernement. Il y a les cabinets civils, il y a le secrétariat de la présidence et le maréchal de Tchad lui-même doit avoir aussi sa copie. Et donc après, les ministres concernés donc présentent son dossier au Conseil des ministres et il les défend. Et donc après son adoption, si c'est adopté tel quel, donc on soumet directement à la signature du maréchal du Tchad. Et s'il y a des amendements, donc on intègre les amendements et il y a le contreseing du ministre initiateur et ensuite les visas du ministre EGG et transmission au ministre d'État, ministre secrétaire général du gouvernement pour la signature du président de la République. J'ai donné l'exemple ici des décrets portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres, le décret relatif à la délégation des pouvoirs et les décrets relatifs au règlement intérieur du Conseil des ministres qui vous ont été transmis lors de la passation des services. Le premier qui porte structure générale du gouvernement et attribution de ses membres, donc c'est la structure du gouvernement ici du remaniement ministériel, du décret de remaniement ministériel. Donc actuellement, donc, la structure du gouvernement, c'est les 35 membres et il y a 29 ministères qui sont tel ministère. Et maintenant, les attributions des membres, donc nous devons nous entendre sur qui fait quoi dans le gouvernement. Et c'est pour cela peut-être que le prochain Conseil des ministres va porter sur ça. Mais au préalable, comme vous avez reçu les documents, si vous avez des remarques, il faut nous les faire parvenir pour que nous puissions les intégrer et éventuellement l'arbitrage pourra être fait d'abord par le ministre d'État avant la soumission donc, au Conseil des ministres. Pour la délégation des pouvoirs, dans la Constitution, donc les pouvoirs du président les pouvoirs appartiennent au président de la République qui peut les déléguer au ministre. Et donc ces décrets-là précisent, par exemple, en ce qui concerne la gestion des carrières des fonctionnaires, ce pouvoir est délégué au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence. Et donc là aussi, ces textes aussi nous devons les revoir parce qu'avant les ministres d'État n'étaient pas membres du gouvernement, ils étaient nommés dans un décret à part. Maintenant, il est membre du gouvernement et donc nous devons revoir un peu cette question des délégations des pouvoirs. Nous allons aussi voir la possibilité, si on peut organiser donc des réunions au préalable au niveau technique entre ministres, avant d'aller en conseil des ministres, cela nous permettra de gagner du temps et en efficacité. Les règlements intérieurs du conseil des ministres aussi doivent être retouchés parce qu'avant, les ministres d'État n'étaient pas membres du gouvernement et donc on a spécifié son cas en disant qu'il peut intervenir en conseil avec voix délibérative, mais avant il ne pouvait pas présenter un dossier. Et maintenant qu'il est membre du gouvernement, il peut présenter un dossier, c'est pourquoi hier c'était lui qui a présenté le nouveau membre du gouvernement. Et ensuite, dans tous les textes, on dit que c'est publié au journal officiel de la République. Donc quand un acte n'est pas publié au journal officiel de la République, il est attaquable, il n'a pas une valeur juridique forte. Et donc il faut que tous les textes soient publiés au journal officiel de la République. En ce qui concerne les nominations, d'habitude on les publie donc à la presse, à la radio, à la télévision, mais maintenant c'est seulement pour le gouvernement. Pour les restes, actuellement nous publions dans les sites web du EGG, dans la page Facebook, notre site est en construction. Donc nous publions dans notre page Facebook et c'est ça qui fait loi. Donc ce qui est publié ailleurs ne n'engage pas le gouvernement. Ensuite, il y a les ordonnances et les projets de loi. Donc les ordonnances et les projets de loi, donc les lois qui émanent du gouvernement, sont élaborés par le ministre concerné qui les transmet au ministre secrétaire général du gouvernement pour examen pour programmation, pas examen, programmation en conseil des ministres, accompagné bien sûr d'une note de présentation et les ministres en contrôlent la forme et les fonds. Mais dans ces cas-là, il faut solliciter l'avis de la Cour suprême, l'avis juridique, pour que la Cour suprême dise que c'est bien ce qui est sujet donc à cette ordonnance ou à cette loi relève bien du domaine de la loi, donc l'article 127 de la Constitution. Donc avant de les soumettre au Conseil des ministres. Et une fois que ces textes sont adoptés, s'il y a amendement, les ministres EGG et les ministres concernés intègrent les amendements et les ordonnances sont tout de suite soumises à la signature du président de la République. Et puis transmises à l'Assemblée nationale. Par la suite, quand l'Assemblée nationale reprend sa session, donc c'est transmis à l'Assemblée nationale pour ratification.
tandis que les projets de loi, eux, sont transmis directement, après leur adoption par le Conseil des ministres, sont transmis au président de l'Assemblée nationale et tous les textes sont soumis à l'Assemblée nationale en 58 exemplaires. Donc, que ce soit les ordonnances ou les lois. Tandis que pour le gouvernement, j'avais dit que c'est 38 exemplaires, accompagnés d'un exposé des motifs et de l'avis juridique. Si, dans le cadre de l'examen du dossier par le Conseil des ministres, vous avez fait une note de présentation, donc vous vous adressez au ministre, dès que ça doit aller à l'Assemblée, vous devez transformer votre note de présentation en exposé des motifs et vous vous adressez cette fois-ci au député. Et l'avis juridique donc est absolument nécessaire. Une fois que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale donc met en forme, intègre tous les amendements et à travers son équipe bien sûr, et il doit parapher. Il doit parapher les textes avant de nous les transmettre pour que nous les soumettions à la signature du président, donc à la promulgation, via les ministres d'État, ministre secrétaire général du gouvernement. Bon, maintenant, quelles sont les relations avec les autres institutions? Donc j'ai parlé tout à l'heure des relations avec l'Assemblée nationale et avec la Cour suprême. Donc il y a également le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, qui est un organe consultatif. Et c'est conformément au titre 7, article 164 à 166 de la Constitution. Et donc le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles doit donner un avis motivé sur la politique de décentralisation. Donc si vous avez quelque chose qui touche la décentralisation, on doit au préalable soumettre donc, au H4. Et donc sur la décentralisation, l'aménagement du territoire ainsi que les questions relatives aux chefferies traditionnelles, et il participe aussi au règlement non juridictionnel et commun. Nous constatons parfois que nos textes sont rédigés de manière quelque peu disparate et incohérente. Et ça pose quand même un problème. Parce qu'il y a le fond, il y a la forme qui doivent obéir à certaines règles. Je crois que les spécialistes vous en parleront, mais c'est extrêmement important pour qu'on n'ait pas des textes qui parfois manquent un peu de cohérence et n'obéissent pas aux canons connus. Parce qu'un texte qui est censé être appliqué doit être clair, précis et ne pas comporter des dispositions qui ressemblent beaucoup plus à de la littérature qu'autre chose. Donc voilà un peu les éléments que je voulais rajouter par rapport à cet exposé qui comporte tous les éléments nous permettant d'engager le débat. Donc la parole est à qui veut la prendre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la ministre SGG, merci pour votre exposé qui est bien clair. J'ai une question sur la hiérarchie. Sur quoi vous vous basez pour déterminer la hiérarchie, surtout dans les décrets de nomination des ministres? Je prends un exemple. Dans un décret, on peut, par exemple, avoir le ministère de la Communication occuper le 11e, 10e rang. Dans un autre, le ministère monte au 3e ou au 5e rang. Donc, je voudrais avoir ce qui vous motive à déterminer la place ou bien le rang de chaque ministre dans une nomination. Merci. Madame la ministre, secrétaire générale du gouvernement, permettez que je pose des questions les plus banales, hein, parce que je ne suis pas juriste, pas du tout. J'aimerais savoir quels sont les types de biens qu'il faut énumérer à la prise de fonctions ministérielles. Et pourquoi très souvent on n'en envoie pas la liste. Le public, la population doit savoir ou non, etc. Donc je ne sais pas. Antérieurement, on n'a pas entendu que les ministres ont fait la déclaration de leurs biens. L'autre question que je voulais poser, Madame la ministre, c'est par rapport au rôle des chefs de canton, les chefferies traditionnelles. Et ils ont un rôle consultatif, donc on peut s'en passer d'eux, ou bien j'aimerais bien savoir quel est leur rôle, quand est-ce qu'il faut les consulter, si c'est un problème qui les concerne, ou bien il y a une série de situations où ils peuvent être impliqués et pas dans d'autres. Et nous avons également beaucoup de conflits de chefferies dans la succession, quand le père-mère, le fils est mis de côté, etc. Alors en ce moment, est-ce qu'on les consulte pour réparer un tort
etc. Est-ce que le gouvernement les consulte ou bien comment ça se passe? J'aimerais bien savoir cela. Et le Conseil économique et social également, j'aimerais bien savoir son rôle, pourquoi on le consulte, parfois on ne le consulte pas aussi. Voilà les quelques questions que j'aimerais poser, Monsieur le ministre. Sur la liste des recommandations, j'aimerais bien que ce que vient de dire tout à l'heure Madame la ministre et que j'appuie, il faudrait qu'on crée un cadre qui nous permet d'échanger sur les dossiers qu'on soumet en Conseil des ministres vraiment avant d'aller devant le chef. Parce que des fois, il y a des dossiers qui sont très importants et qui nécessitent vraiment un débat approfondi et que certains détails, on ne peut pas vraiment les faire devant le chef parce qu'il a un agenda assez chargé et que ça risque de lui prendre beaucoup de temps. Donc ça, j'aimerais bien qu'on le mette dans notre recommandation. Madame la ministre, je suis femme, je suis d'accord, il faut qu'on respecte l'ordonnance 12, mais il paraît qu'il y a un autre acte qui nous bloque un peu. Tout à l'heure, j'étais heurtée à un problème par rapport aux nominations des délégations, en fait, des délégués dans les provinces. Et la plupart des femmes me disent que voilà, il y a un acte qui dit que la femme doit suivre son conjoint. Donc leur conjoint travaille ici dans la capitale et les femmes sont nommées dans les provinces. Et puis elles me disent que voilà, quoi, vraiment, il y a un autre acte qui nous dit qu'il faudrait que je suive mon conjoint qui se trouve ici en N'Djamena. Donc il faudrait vraiment, Madame la ministre, qu'on voit cet acte qui vient qui vient contredire une ordonnance prise par le chef de l'État et qu'on puisse peut-être statuer sur ça, de sorte qu'on puisse vraiment respecter l'ordonnance 12 qui est vraiment prise par le chef de l'État et en notre faveur à nous les femmes. Autre chose aussi, peut-être une contribution par rapport aux concertations. Si vous avez un dossier à soumettre en Conseil des ministres, il y a plusieurs ministères peuvent intervenir. Moi, j'ai eu aussi l'expérience avec mon poste précédent, l'aménagement du territoire, où le cadastre se trouve chez nous, le domaine se trouve au ministère des Finances. Et la plupart des dossiers, il faudrait vraiment que le ministre des Finances soit consulté avant qu'on le soumette en Conseil des ministres. Donc des fois, je ne le consulte pas, j'arrive en Conseil des ministres et l'autre ministre dit « Ah, je n'ai pas été consulté ». Donc vraiment, ça fait un blocus. Donc je conseille vraiment à mes petites sœurs, mes petits frères, de faire cette consultation avant de soumettre le dossier en Conseil des ministres. Et aussi par rapport aux collectivités autonomes, donc l'aménagement du territoire, nous avons beaucoup à échanger avec eux, donc il faudrait vraiment privilégier cette consultation avec eux parce qu'ils ont beaucoup à nous faire apprendre et puis il y a beaucoup à échanger avec eux, donc je vous conseille de vous approcher d'eux et de vraiment privilégier cette consultation. Aussi, Madame la ministre, j'ai une question par rapport aux institutions sous tutelle des ministères. Parce que dans votre présentation, je n'ai pas vraiment vu quelles sont leurs compétences. J'étais aussi heurteux à un problème où il y a un acte qui a été pris par un ministre pour nommer le coordonnateur d'un projet sous tutelle d'un ministère et les autres collaborateurs. Mais le coordonnateur qui est nommé par l'acte, où ses collaborateurs sont aussi nommés, est venu pour suspendre ses collaborateurs. Donc ça veut dire que le ministre a nommé le coordonnateur, a nommé le chef de suivi et c'est le coordonnateur qui s'est permis de suspendre le chef de suivi qui est nommé par le même acte que lui. Donc dans ce dilemme, je ne sais pas qu'est-ce qui prime, Madame la ministre, il faudra aussi nous expliquer parce que la plupart de ces ministères ont des institutions sous tutelle et comment vraiment interagir avec ça. Donc on a besoin aussi de quelques orientations. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation faite par Madame la ministre EGG. Cette présentation m'a permis de comprendre beaucoup des choses que j'ignorais. Cependant, j'ai deux petites préoccupations. Ma première préoccupation porte sur les décrets. Les décrets relèvent de la compétence du président de la République. Le président nomme les hauts cadres dans les ministères. En cas, par exemple, de vacance de poste, est-ce qu'un ministre peut prendre une note ou bien un arrêté pour nommer en attendant le décret un intérimaire? C'est une question. Ma deuxième préoccupation, je voudrais d'abord m'excuser auprès de mes collègues femmes, puisque ma question porte sur la parité.
Madame la ministre SGG a trop insisté sur les nominations. Elle a demandé qu'on respecte la parité, c'est-à-dire les 30%. Mais au cas où, dans un secteur, il y a un manque de femmes compétentes pour nommer, comment faire? Si les femmes compétentes ne peuvent pas représenter les 30%, comment on doit faire pour nommer les cadres à ces postes? Je vous remercie. Merci beaucoup aux collègues qui ont posé des questions pertinentes. Il y a deux préoccupations qui peuvent être mises en valeur par rapport à la préséance. Et cela dépend du pays, cela dépend du chef de gouvernement, du président de la République. Dans notre cas, c'est le président de la République qui est chef de gouvernement. La préséance peut être dictée par rapport à la personne qui est nommée. Donc si c'est une personne qui est très qualifiée, qui est un commis de l'État, qui a accumulé un certain nombre d'années d'expérience, donc on le met en haut, donc dans la préséance. Et dans d'autres situations, c'est par rapport au poste. Par rapport au poste, on a vu, par exemple, moi j'ai vu dans beaucoup de pays où c'est le ministre de l'Environnement qui est en tête du gouvernement. Parce que ces pays-là considèrent que c'est l'environnement qui est la question la plus préoccupante. J'ai vu par exemple, ça je l'ai vu à l'île Maurice. Moi j'étais ministre de l'Environnement, on était allé à une délégation et ils se sont occupés que de moi en me donnant tout le protocole, la sécurité extra nécessaire. Moi je dis non, je ne suis pas chef de délégation, je suis que membre de la République. Non, 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 pour nous ici c'est l'environnement qui est plus important. Dans d'autres, par exemple, au Mali, j'ai vu que c'est l'emploi. C'est le ministre de l'Emploi qui a été mis à la tête du gouvernement parce que la préoccupation des autorités, c'était l'emploi. Et donc, ce sont ces deux, c'est vraiment variable, donc ce sont ces deux situations qui guident le choix donc dans la préséance. Mais je pense que l'ambassadeur Alama ou d'autres collègues peuvent peut-être mieux élaborer sur cette question. En ce qui concerne la question du secrétaire d'État à la santé, donc c'est sur les types de biens. Donc j'ai dit tout à l'heure que la Cour suprême va nous préparer un formulaire. Et donc vous aurez les explications par rapport à la liste des biens. Et donc sinon en général, par le passé on en a signé, mais comme c'est détenu à la Cour suprême, c'est pas divulgué pour les communs des mortels, c'est pas diffusé partout. Et donc c'est les biens immobiliers, c'est les bijoux pour les femmes, c'est les comptes bancaires, etc. Les terrains bâtis et non bâtis, etc. C'est à peu près ces choses-là, mais vous aurez les détails donc dans les notes qui sont élaborées à ce sujet. En ce qui concerne les chefs de canton, bon, d'abord, au niveau du Haut Conseil des collectivités, c'est à la page 37. Là aussi, vous remarquerez que c'est vraiment une institution que pour le moment l'État seul dispose. Parce que dans d'autres pays, il y a tellement les Hauts Conseils des collectivités, il n'y a pas les chefferies traditionnelles. Mais compte tenu du rôle important que jouent les chefferies traditionnelles, donc ce Haut Conseil est appelé Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Et donc, qui a un texte à part qui la régit, c'est une ordonnance. Et également, il y a un texte à part qui régit les collectivités autonomes, c'est l'ordonnance 36 qui porte le statut des collectivités autonomes. Et il y a également une loi, pour le moment, c'est une loi organique qui porte le statut des collectivités, des autorités traditionnelles. Donc, en ce qui concerne les hauts conseils des collectivités, comme je l'ai rappelé, on dit que c'est un organe consultatif et il donne un avis motivé sur la politique de décentralisation. Par exemple, quand on a élaboré la note, le texte qui régit les chefferies traditionnelles, nous leur avons transmis, donc ils ont travaillé là-dessus, ils nous ont fait part de leurs observations qui ont été intégrées dans le projet donc, de loi qui doit régir les chefferies traditionnelles. Et donc pour le règlement non juridictionnel donc, des conflits, là aussi on les associe parce qu'ils ont pris le rôle, les attributions de la médiature.
Parce que quand la médiature a été supprimée, c'est les H4 qui maintenant jouent ce rôle-là. Donc quand il y a un conflit, vous avez certainement suivi qu'ils ont intervenu à l'Est quand il y a eu des problèmes communautaires, ils interviennent un peu partout. Donc c'est les titres 14 de la Constitution, article 217 à 220. Donc on dit que les autorités traditionnelles sont les garants de nos us et coutumes. Donc c'est eux qui sont les gardiens de la tradition en quelque sorte. Et elles participent à la valorisation donc, de ces us et coutumes et ainsi qu'à la promotion de la paix et des idées de la paix, du développement et de la cohésion sociale et également elles aussi donc au règlement non juridictionnel des différends. Et par le passé, si vous avez vu dans les textes passés, ils collectent aussi des impôts et taxes. Maintenant, ils ne les font plus. Maintenant, cela relève des collectivités autonomes. Donc plus tard, ça sera les conseils provinciaux ou les conseils communaux. Donc qui existent pour le moment, on a fait 2 niveaux de décentralisation. On n'en a pas parlé, peut-être qu'on fera un séminaire gouvernemental à part sur la décentralisation, le moment venu, puisque les élections vont avoir lieu en 2022. Mais donc maintenant, cette attribution-là relève de la compétence des collectivités autonomes, la collecte des impôts. Bon, s'il y a un problème, donc mis à part les textes, s'il y a un problème de conflit par rapport à la succession des chefs traditionnels, etc., donc il peut faire appel à une contribution du Haut Conseil des collectivités aussi pour apporter son appui pour le règlement. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. En ce qui concerne le Conseil économique, social et culturel, donc ça c'est impératif, c'est ça qui a changé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avant, on dit qu'il peut être consulté, mais maintenant on dit qu'il est consulté. C'est-à-dire nous devons le consulter si on a un plan de développement ou bien un programme économique, social, culturel ou environnemental, on doit les consulter pour qu'ils donnent leur avis motivé. Et ils peuvent s'auto-saisir eux-mêmes, traiter un sujet et transmettre leur rapport au président de la République. La question et les remarques de la ministre de la Formation professionnelle. Donc, on prend bonne note donc, de la recommandation par rapport à la création d'un cadre d'échange. Je pense que l'équipe des rapporteurs est en train de travailler sur ça. À la fin de notre formation, de notre journée de réflexion, vous aurez un rapport complet avec les présentations et puis les conclusions, donc qui vont vous aider un peu à suivre ce qui a été dit. Ensuite, par rapport au texte qui dispose que les femmes doivent suivre leur mari quand les maris sont nommés dans les délégations régionales. Bon, ça, j'avoue que moi, je ne connais pas ce texte. Peut-être qu'il y a le coordinateur de la cellule de législation bilingue qui est là, il y a d'autres collègues qui sont là. Peut-être qu'ils peuvent compléter. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, comme on l'a dit à la hiérarchie des textes, l'ordonnance, c'est une loi. Maintenant, si l'autre texte est un décret, c'est la loi qui brille. Donc, c'est la loi qui doit être observée et mise en œuvre. La concertation, oui, nous devons vraiment nous y atteler pour vraiment gagner en efficacité. Donc nous-mêmes, on va revoir notre organigramme et pouvoir vraiment nous étoffer pour pouvoir faire cette concertation-là. Parce que pour le moment, la cellule, elle est démunie, elle a très peu de personnes, donc de personnel. Et donc on va essayer de nous organiser pour que nous puissions organiser ces concertations-là sur les textes pour qu'ils arrivent déjà bien, en tout cas, qu'il soit l'objet d'un consensus entre les ministères concernés. Les projets, en général, si c'est financé par l'extérieur, c'est les documents de projet, j'ai l'habitude de dire, qui constituent le Coran et la Bible. Donc, tout est dans les documents de projet. Donc, parfois, en général, si je prends le cas des Nations Unies que je connais un peu, si ce coordinateur est payé par le projet, donc, c'est la nomination, le partenaire doit intervenir dans la nomination. Et souvent, on a eu beaucoup de conflits avec l'Union européenne, avec d'autres partenaires qui refusent. Parfois, on a quelqu'un qui a été sélectionné sur la base et il exige que l'avis de vacances de poste soit publié donc, dans les journaux de la place. Et on fait un processus, on sélectionne. Et après, on a vu des cas où on a remplacé allègrement par un arrêté et qui ne répond pas aux normes. Donc là, il faut vraiment s'en tenir
à ce qui est dit dans le document des projets. Maintenant, si le coordonnateur des projets est nommé et financé par l'État, sous forme d'indemnité seulement, il ne reçoit que des indemnités du gouvernement, donc là, le ministre concerné les nomme par arrêté. Donc c'est lui qui a le choix. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le coordonnateur des projets qui nomme ou révoque ses collaborateurs. C'est fait au niveau du ministre des tutelles. En ce qui concerne la question du ministre du développement touristique, voilà, est-ce que quelqu'un qui a été nommé par décret, qui est peut-être suspendu, on peut mettre un intérimaire par un arrêté? Ça s'est fait, mais je parle sous le contrôle vraiment de mes collaborateurs. Moi, je ne suis pas juriste, hein. Je suis économiste, je me débrouille. Maintenant, les spécialistes peuvent nous édifier. Donc, sinon, il y a eu des cas où des personnes nommées par décret ont été suspendues sur instruction de l'inspection générale d'État. Donc, on nous demande de suspendre cette personne. Et si la structure, donc le service qui est concerné, important, on ne peut pas les laisser comme ça, donc on est obligé de désigner un intérimaire en attendant de nommer par décret donc la personne qui est là. Donc je pense que de façon provisoire, on peut désigner un intérimaire par arrêté. C'est pas, je parle sous le contrôle du ministre David Oulinga. Bon, par rapport à la parité, effectivement, dans la mesure du possible, c'est pas la parité, hein, dans le bloc 12, on dit qu'on va progressivement vers la parité en commençant par 30%. Et en général, les ministres amènent leurs textes quand nous faisons la censure. Maintenant, vous avez 3 femmes au EGG. Hein. Vous avez la ministre, la secrétaire générale adjointe, vous avez la DG. Nous sommes toutes des femmes, donc il y a une censure à ce niveau-là. Donc avant que ça n'arrive là plus loin, donc dans la mesure du possible, il faut chercher des femmes. Je pense que dans certains domaines, il y a des femmes. Dans d'autres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc on peut tolérer. Mais c'est pour ça que le maréchal du cadre a accepté d'intégrer maintenant le maximum de femmes qualifiées, donc pour pallier à cela. Parce qu'actuellement, dans la fonction publique, on nous dit qu'il y a seulement 22% de fonctionnaires qui sont femmes. Donc on ne peut pas faire 30% avec 22%. Donc il faut absolument que dans les recrutements, maintenant on recrute plus de femmes pour pouvoir donc vraiment mettre en œuvre cette ordonnance. Donc voilà un peu, monsieur le ministre, les quelques réponses que je peux donner. Merci. Merci. Je voudrais rappeler tout simplement que Madame la ministre a donné des réponses précises aux différentes questions qui ont été posées. Je rappellerai simplement que par rapport à la préséance, elle a bien indiqué que celle-ci est dictée par rapport à la personne ou par rapport au poste. Je crois que l'ambassadeur Alamaï reviendra sur cette question-là tout à l'heure. S'agissant des biens, je voudrais ajouter ceci. Il n'y a pas de liste précise des biens à mettre. Mais ceci étant, l'objectif recherché à travers l'établissement de cette liste de biens, c'est pour constater la situation du ministre qui entre au gouvernement en un instant T. Vous devez donc vous efforcer de lister l'ensemble de vos biens d'une certaine importance, d'une certaine valeur. Parce que à la sortie, en principe, on doit vérifier si entre-temps vous vous êtes enrichi anormalement ou correctement. Si vous êtes enrichi anormalement, eh bien, je crois qu'on va rechercher d'où est-ce que vous avez sorti votre fortune pour vous enrichir de la sorte. Donc, vous ne devez rien oublier. Rien oublier dans ce que vous listez de bien important. Donc, ça, c'est l'élément que je voudrais rajouter par rapport à l'explication donnée par notre collègue ministre EGG. Pour le reste des questions, je crois que s'agissant de collectivités, les références de textes vous ont été données. Donc, il suffit tout simplement de se référer aux textes figurant aux articles figurant dans la Constitution pour voir les attributions de ces collectivités autonomes ou bien des autorités traditionnelles. Leur rôle est bien défini par ces textes-là. C'est important, la nécessité de créer un cadre d'échange. Parce qu'il doit y avoir une espèce de cellule interministérielle qui doit permettre de dégrossir les textes, même si, effectivement, il y a la cellule
du bilinguisme qui examine les textes au niveau du secrétariat, mais comme l'a dit notre collègue de la formation professionnelle, un texte peut comporter plusieurs aspects. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, aspects économiques, aspects sociaux, aspects financiers, etc. etc. Donc, d'où l'importance de cette concertation pour éviter que des couacs ne puissent être observés au moment de l'examen de ce texte, soit en conseil, soit à un autre niveau. Donc, en travaillant de la sorte, on peut régler déjà en amont les problèmes et permettre d'assurer cette cohérence indispensable. Donc je crois que Madame la ministre a pris acte et je suis parfaitement d'accord pour qu'elle essaie d'examiner cette possibilité-là, de faire en sorte que nous prenions des textes qui ne soulèvent pas de contestations entre nous. Nos attributions sont clairement définies, mais les implications de nos actes peuvent concerner différents départements ministériels, d'où la nécessité de se concerter. En tout cas, je voudrais vous remercier, chers collègues, de vos contributions. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont envie d'intervenir. En tout cas, en vos noms à vous tous, je voudrais remercier très sincèrement notre collègue, Madame la ministre EGG, chargée de relations avec l'Assemblée et la promotion du bilinguisme, pour nous avoir fait cet exposé qui nous apporte un éclairage sur le travail gouvernemental. Merci à tous.